Il faut savoir d'où vient chaque pièce, quelle que soit sa taille. Jamais le NTSB américain n'a subi une telle pression. Le monde entier allait s'y intéresser. Un Piper Saratoga s'est abîmé en mer. Il a percuté l'eau, comme ça. Son pilote portait un des noms les plus prestigieux de l'histoire du pays, John Kennedy Jr. Un futur grand. Certains le voyaient déjà président des États-Unis. Bonjour. Mais un nouveau drame va endeuiller la famille. La malédiction Kennedy. John, qu'y a-t-il? Allez! C'est désormais aux enquêteurs qu'il revient de dire ce qui est arrivé à John. En cette soirée d'été, il fait chaud à Essex County. Situé non loin des rues encombrées de Manhattan, cet aérodrome voit défiler un bon nombre de New-Yorkais fortunés qui partent d'ici en week-end. L'homme qui s'apprête à prendre les commandes de son avion fait partie du Gotha. John Fitzgerald Kennedy Jr. Il était beau comme un dieu. Et c'était le prince héritier tout craché. On attendait qu'il brigue un mandat, parce qu'on supposait tous que ça finirait par arriver. S'il ne s'est pas encore lancé en politique, c'est déjà une vedette. Le magazine People Weekly l'a élu homme le plus sexy. Je vous présente George. Rédacteur en chef de sa propre publication, c'est surtout le fils unique de l'ancien président, John Fitzgerald Kennedy. Et si le grand public se passionne pour lui, c'est aussi en raison de la vie extraordinaire et de la disparition tragique de son père. Le président a été assassiné. C'est officiel. JFK est tombé sous les balles de son meurtrier 3 jours avant le 3e anniversaire de John. On a vu ce bambin adorable jouer dans le bureau ovale. On l'a vu faire Adada sur le dos de son père à la Maison Blanche. Et bien sûr, on l'a vu lors des funérailles, dans son manteau qui lui arrivait aux genoux, devant le cercueil de son papa, faire le salut militaire. Par une belle soirée de juillet, 36 ans plus tard, le petit garçon, devenu grand, attend son épouse Caroline, qui est en retard, pour aller à un mariage. Lorraine Bessette, la belle-sœur de John, est aussi du voyage. Et Caroline? Dans les bouchons, j'imagine. Je te dépose à Martha's Vineyard? Oui. Ok. Ensuite, direction la propriété familiale des Kennedy à Hyannisport, dans le Massachusetts. Il devait être pressé d'arriver, sûrement de mauvaise humeur. Ça se comprend, non? On part de qu'elle est là. Bien qu'il soit titulaire de son brevet de pilotage depuis plus d'1 an, il va effectuer son premier vol en solo depuis qu'il s'est cassé la cheville 6 semaines plus tôt dans un accident de deltaplane. Il aimait les sports extrêmes, le risque, repousser ses limites. Vivre dans les clous, ça n'était pas pour lui. À 20h20, Caroline Bessette Kennedy arrive à son tour. Caroline Bessette, c'était la belle américaine par excellence. Une créature quasi divine à la magnifique chevelure blonde tirée en arrière. À eux deux, ils formaient un très joli couple. Embarquez. Je fais le tour de l'avion et on file. Tu vas voir. Ça va être chouette. Depuis qu'ils se sont mariés 3 ans plus tôt,
Caroline et John sont la cible des paparazzi qui guettent les moindres apparitions des tourtereaux. Ils faisaient de leur mieux pour garder un semblant de vie normale. Mais cette attention permanente pèse sur les jeunes mariés. Des rumeurs laissent entendre que le couple traverse une passe difficile. En boitillant, le pilote fait la visite pré-vol de son tout nouveau Piper Saratoga. C'est un monomoteur de 6 places, haut de gamme, bien équipé, avec notamment un GPS. L'argument de vente en faveur de ce modèle, c'est les 4 fauteuils qui se font face à l'arrière. Attachez vos ceintures. Il y a des casques audio pour écouter. Bien. Batterie branchée. Pompe à carburant branchée. Et l'hélice est dégagée. Aller à Martha's Vineyard prendra 1h30. Après, un saut de puce et le couple sera à Hyannisport. Il connaissait assez bien le trajet, pour l'avoir fait plusieurs fois. L'avion décolle à 20h40, avec plus de 2 heures de retard. 75 nœuds. Ouais. Comme beaucoup de pilotes privés, John applique les règles de vol à vue. On se tient à distance des nuages, on garde une bonne visibilité, on doit voir l'horizon. Et on oriente l'avion en fonction de ce qu'on voit. Quelle vue sur New York? En volant vers l'est, on découvre le panorama magnifique de Manhattan, de l'Hudson, et par beau temps, on voit à 55 km. John reste en croisière à 5500 pieds, 1700 mètres, l'altitude habituelle pour un petit avion. Et vers 21h30, il s'éloigne de la côte. On double Montauk. Je ne vois rien. Il a suivi la côte au-dessus du golfe de Long Island et il s'est aligné sur la piste pour préparer la longue approche directe. L'escale n'est plus qu'à une demi-heure de vol. Je te déposerai à 22 h. Mais à 22 heures... Martha's Vineyard? Sécurité. Le contrôleur aérien n'a reçu aucun appel du Piper Saratoga. Vous avez des nouvelles? Non, aucune annonce de son arrivée. Les retards n'ont rien de rare. Mais au bout d'une heure, l'avion ne s'étant toujours pas signalé, l'attente cède la place à l'inquiétude. John Kennedy Jr., son épouse et sa belle-sœur ont disparu. Parler de la malédiction Kennedy est bien pratique, mais ça a un fond de vérité. L'histoire familiale regorge de drames. Joseph Kennedy Jr., l'oncle de John, s'est tué en mission secrète pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quant au président et à son jeune frère, Robert, ils ont été assassinés. De nombreux cousins étaient morts aussi. Comme si un voile funeste s'abattait parfois sur cette famille. À 3 heures le lendemain matin, l'aviation civile américaine appelle les gardes-côtes qui se lancent à la recherche de l'avion dont on est sans nouvelles depuis 5 heures. Parmi eux, Curtis Sumrock. On espérait retrouver cet individu, compte tenu des tragédies qu'il y avait eu dans sa famille. Il faudrait réduire le périmètre de recherche. Malheureusement,
Il n'a pas rempli de plan de vol. On ignore quelle route le pilote a suivie. Contrairement aux avions de ligne, les appareils privés évoluant à basse altitude ne font pas l'objet d'une surveillance étroite de la part des aiguilleurs du ciel. C'est pourquoi les gardes-côtes utilisent les données radars pour déterminer approximativement la dernière position du Piper. Une fois qu'un avion s'éloigne au-dessus de l'océan, les radars des environs ne le surveillent que s'il évolue à plus de 1100 pieds. On ignore ce qui se passe en dessous. Si un pilote fait une procédure de rétablissement, il peut aussi bien parcourir 90 mètres que 9000. Seule certitude, le Piper a disparu et les gardes-côtes doivent le retrouver. Au lever du jour, des militaires et des policiers viennent prêter main forte aux gardes-côtes pour retrouver l'avion de JFK Jr. S'il s'est abîmé en mer, les rescapés éventuels ne survivront pas longtemps dans les eaux froides de l'Atlantique. Les recherches ont pris une ampleur énorme. Après un accident en aviation générale, ça ne se passe généralement pas comme ça. Mais vu que c'était JFK Jr., tout le pays et le monde entier allaient s'y intéresser. À l'annonce de la disparition d'un de ses chouchous, l'opinion publique américaine est sous le choc et demande des réponses. Aussitôt, les camionnettes des journalistes sont arrivées. Tous les grands organes de presse stationnaient sur notre parking. Repérer 3 survivants en mer revient à trouver une aiguille dans une meule de foin. On cherche quelque chose de la taille d'un ballon de basket en volant entre 30 et 90 mètres au-dessus de la surface. Il y a même eu des particuliers qui ont pris leur bateau pour nous aider. Pendant ce temps, c'est tout un pays qui retient son souffle. Les gens se passionnaient pour cette histoire, d'autant qu'il y avait la malédiction Kennedy. Plus les heures passent, plus l'inquiétude monte. Qu'est-il advenu de John John? Le lendemain de la disparition du Piper Saratoga, les secours font une sinistre découverte. Ils récupèrent des morceaux d'avion qui flottent au large de Martha's Vineyard. Il y avait un morceau de la roulette de nez, des coussins de siège, une valise et d'autres éléments d'avion impossibles à identifier. Il y a peu de chances de retrouver des survivants. Tout le monde espérait que ça finirait bien, mais ça n'a pas été le cas. Le NTSB, l'équivalent américain du BEA, est sur la brèche. Ça va? Robert Pierce, un ancien pilote de l'US Air Force, va chapeauter l'enquête. C'est un drame national. Il faut des réponses. Compte tenu de la médiatisation et de la curiosité du peuple américain, ça a été la plus grosse enquête de la carrière de Bob Pierce. Voyons ce que dit le FBI. Au départ, l'enquêteur envisage l'hypothèse d'un acte criminel. D'après le FBI, John John a reçu au moins 3 menaces d'enlèvement, la dernière remontant à 1995, soit seulement 4 ans plus tôt. Il n'avait pas que des fans. Comme il y avait eu une figure de la politique à bord, on a évoqué à plusieurs reprises la piste terroriste. Avait-on posé une bombe dans l'avion? L'avait-on abattu? Les réponses se trouvent peut-être dans le Piper, mais ce dernier reste introuvable.
des plongeurs de la marine fouillent le fond de l'Atlantique. Allez. Pour l'heure, les enquêteurs en sont réduits à déduire ce qu'ils peuvent de la trajectoire du Saratoga. Ils réunissent les données des installations radars du littoral pour reconstituer le vol. Jusqu'ici, tout va bien. Il s'écarte de la côte et il s'éloigne de Martha's Vineyard. Pourquoi prendre la mauvaise direction? On considère les données enregistrées par les radars comme la boîte noire du pauvre. C'est un moyen d'obtenir quelques éléments concernant la trajectoire, la vitesse R ou l'altitude. Mais ils nous ont été très utiles lors de cette enquête. Que faisait-il? L'avion est à 55 km de sa destination quand il se met à voler bizarrement. Bien, d'abord il descend, il vire à droite, il remonte, il vole en palier pendant 1 minute, à gauche, de nouveau à droite, et il pique à grande vitesse. On dirait qu'il ne contrôlait pas son avion. Cette trajectoire était très inhabituelle par rapport à une descente et une approche classique vers un aérodrome. Et on ne comprenait pas pourquoi. Finalement, le 20 juillet, 4 jours après la disparition de l'avion, des scaphandriers de la marine repèrent l'épave et les corps des 3 occupants. Aujourd'hui, nous pouvons aider les familles à faire le deuil, ce qui est très important. Je me souviens des photos où il salue le cortège funèbre. Le plus dur, c'était de voir disparaître de manière tragique des gens de chaque génération de sa famille. C'était le prince héritier des Kennedy. Et sa disparition était presque digne d'une tragédie shakespearienne. Salut, Jeff Guzzetti. J'ai hâte de voir ce que vous avez dégoté. Un nouvel enquêteur arrive de Washington pour grossir les rangs du NTSB. Mon patron de l'époque m'a appelé et il m'a dit « Si on retrouve l'épave, c'est toi qui vas en superviser l'analyse. » Quand vous voulez. Jeff Guzzetti commence par visionner les images tournées au fond de l'eau. Montrez-moi l'épave. La disposition des débris et la distance qui les sépare sont des indices importants. Il fallait répondre à une première question. L'avion s'était-il écrasé et détruit à l'impact ou la dislocation avait-elle eu lieu en vol? Pour répondre, il faut trouver ce qu'on surnomme les 4 coins. Une aile, la queue et le nez. Ces éléments se trouvant à proximité les uns des autres, l'avion était à coup sûr intact quand il a touché l'eau. Il était entier à l'impact. Les principaux éléments de l'appareil reposaient dans un périmètre réduit par 35 mètres de fond. Donc, il n'y avait pas eu de dislocation en vol. Quelle vue sur New York! Cette première découverte permet d'écarter la piste de l'attentat. Chaque hypothèse ainsi rejetée fait progresser l'enquête. Mais le travail ne fait que commencer. Et Jeff Guzzetti sait qu'il va être soumis à rude épreuve. La pression médiatique allait se faire sentir. Le monde entier allait s'y intéresser, donc je devais faire mon travail dans les règles. Les gars, mettez la queue là-bas.
Les câbles, mettez-les tous au même endroit par ici. Les opérations sous-marines de récupération ont permis de remonter les 3/4 du Piper de John Kennedy Jr. Pour fournir un scénario au grand public, au milieu de l'aéronautique et aux familles, on devait glaner autant d'indices que possible. C'est-à-dire qu'il fallait remonter le moindre fragment d'épave. Il faut savoir d'où vient chaque pièce, quelle que soit sa taille. Commence alors une analyse méthodique des débris. On part des saumons d'ailes et on va vers l'intérieur. Comme rien n'obligeait l'avion à être équipé d'enregistreurs de vol, Jeff Guzzetti va devoir reconstituer le déroulement des événements en interprétant les indices. Comment a-t-il percuté l'eau? Répondre à cette question pourrait l'aider à comprendre ce qui est arrivé. L'aile droite a plus souffert que la gauche. Petit à petit, la trajectoire se dessine. Les déformations sont riches d'enseignements. Prenez ce qu'on appelle les plis en accordéon. À l'impact, la structure s'écrase et prend la forme d'un soufflet d'accordéon. Ça donne une idée de ce qu'a pu être l'angle d'impact. Je ne m'attendais pas à ça. Le toit est très endommagé, mais le plancher est intact. Il était sur le dos, il s'est incliné sur sa droite et il a percuté l'eau. Comme ça. Les derniers instants du vol ont dû être terrifiants. Merde! Allez! En palier! Les enquêteurs savent désormais comment l'avion est tombé, mais toujours pas pourquoi. Et la pression du grand public ne se relâche pas. J'avais entendu dire qu'un journal offrait 250 000 $ pour un seul cliché de l'épave. Comme c'était moi qui faisais les photos de l'avion et que j'en étais responsable, je m'assurais qu'elles étaient toutes sous clé pour éviter toute fuite. Énième conférence de presse. Il y avait la pression des médias qui insistaient pour savoir ce qui se passait et celle de la hiérarchie pour que le travail avance, afin justement d'informer le grand public des progrès de l'enquête. Le Piper Saratoga est équipé d'un seul moteur. Si ce dernier est tombé en panne, il est possible que le pilote ait perdu le contrôle de l'avion. Jeff Guzzetti examine donc les pales de l'hélice, mais la façon dont elles sont tordues et vrillées indique qu'elles tournaient au moment de l'impact. Ces dégâts n'avaient pu se produire que si le moteur avait entraîné l'hélice. Donc il n'y avait pas eu de panne du groupe propulseur. Les preuves sont irréfutables. Le moteur tournait. L'enquête s'intéresse alors aux mécanismes complexes qui contrôlent les mouvements de l'avion. Faites coulisser les câbles pour qu'on voit dans quel état ils sont. C'est ça, dans la poulie jusqu'à l'aileron. Des câbles et des tringles relient le manche aux ailerons, aux volets, aux gouvernes de profondeur et à la gouverne de direction. Quid des commandes de vol? Le Piper avait-il échappé au contrôle du pilote? Faisait-il ce qu'il voulait? Qu'un câble se rompe en plein vol. Merde! Et l'avion peut devenir impossible à maîtriser. Ça ne marche plus! John, qu'y a-t-il? Ça va! Ça va!
Est-ce vraiment cela qui s'est produit dans la soirée du 16 juillet, au large de Martha's Vineyard? L'examen détaillé des commandes de vol du Piper de John Kennedy Jr. est sans appel. Aucune gouverne n'était défectueuse. Les câbles des ailerons aussi paraissent bons. Tous les câbles fonctionnaient. Rien n'indique non plus la rupture d'un câble avant l'impact. Certains câbles avaient été sectionnés suite à une surcharge en traction qui résulte des forces dégagées à l'impact. Pas d'un problème de corrosion ou d'une défaillance antérieure. Dans ce cas, quel autre incident pourrait avoir provoqué le drame? Bon, voyons si l'ADI avait rendu l'âme. Sa défaillance éventuelle pourrait expliquer le vol chaotique du Piper. C'est bon. Pour savoir si leur vol est rectiligne et stabilisé, les pilotes comptent tout particulièrement sur un instrument, l'ADI, ou indicateur directeur d'attitude, qui fait apparaître les mouvements vers le haut, le bas, la droite et la gauche. S'il est tombé en panne et s'il a affiché des informations erronées, il a peut-être induit le pilote en erreur. Merde! Allez! En palier! On a récolté les composants, on les a envoyés au laboratoire, on les a pris en photo, on les a démontés et on les a examinés. Mauvaise pioche. Mais cet examen détaillé ne donne rien. Les instruments marchaient. Conclusion, l'avion fonctionnait à la perfection. Il n'y avait aucune trace d'ennui mécanique. Bien. Vous l'avez vu décoller? Les enquêteurs s'intéressent alors au pilote. À quelle heure? Ils font appel à des témoins pour définir le planning des 72 dernières heures de l'existence de John Kennedy, afin de trouver un élément susceptible d'expliquer pourquoi il a perdu le contrôle de son appareil. Il faut reconstituer l'emploi du temps du pilote au cours des 3 jours précédents. Qu'est-ce qu'il a fait? Était-il stressé, préoccupé? À qui a-t-il parlé? Quelle était sa condition physique? Tout ceci prend de l'importance après un accident pareil. Pourquoi n'a-t-il pas conservé le contrôle? Quelque chose sortait de l'ordinaire? Les enquêteurs apprennent que John marchait avec des béquilles. Il avait été opéré à la cheville et on lui avait retiré son plâtre de marche la veille. Or, pour piloter, on se sert de ses 2 mains et de ses 2 pieds. Quand on appuie sur la pédale de la gouverne de direction, la pression s'exerce à travers la jambe et la cheville. Les blessures expliquent-elles la trajectoire chaotique? Le dossier médical apporte la réponse. Même s'il utilisait parfois ses béquilles, John avait suffisamment récupéré pour piloter. Il était apte. Sa cheville n'a pas dû le gêner. Une fois de plus, l'enquête est dans l'impasse. Les recherches s'orientent ensuite vers les difficultés conjugales et l'accumulation de stress du pilote. J'essaye de cerner son état d'esprit. Son mariage traversait une mauvaise passe, non? Depuis des mois, les relations orageuses entre Caroline et John s'étalent dans la presse à scandale. Cela le préoccupait-il au moment où il aurait dû se concentrer sur le pilotage? Tout le monde a raconté telle ou telle prise de bec, que Caroline était difficile à vivre, exigeante.
Mais quelle est la part de spéculation? Je vous présente George. Après un lancement en fanfare, le magazine de John est lui aussi dans la tourmente. Non, ne vous inquiétez pas. On a de grands projets à venir. Oui. Non, tout ira bien. Oui. Il avait vraiment lancé George pour faire découvrir la politique aux gens de sa génération. Non, rassurez-vous. Les magazines sont coûteux et difficiles à diriger. Et il s'en sortait mal. Monsieur Kennedy était très occupé. Il devait ressasser pas mal de choses ce soir-là, et ça l'a peut-être perturbé une fois en vol. Notre état d'esprit influe sur l'activité à laquelle on se livre, quelle qu'elle soit. Et il arrive qu'un individu ne se rende pas compte que son stress altère sa capacité à piloter et à prendre des décisions, alors qu'il devrait se demander si c'est bien prudent de voler. Saratoga 92-53, prêt au départ, piste 22. John semblait être immunisé contre le stress. Mais était-ce vraiment le cas? Et était-il assez compétent pour supporter la pression de se retrouver aux commandes de son propre avion? Plus de 300 heures de vol. Donc il n'était pas totalement inexpérimenté. Les enquêteurs épluchent le dossier de l'élève pilote pour évaluer son expérience. Qu'avait-il appris? J'aimerais refaire des approches ILS. John Kennedy Jr. avait pris des leçons par intermittence pendant 17 ans, mais il avait rarement piloté sans moniteur. J'entame la descente. Sur 310 heures de vol, il n'en avait effectué que 70 à 75 en solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et autre chose, des notes. 11 instructeurs. Aucun d'eux ne devait le connaître. 11 instructeurs en 17 ans pour un seul élève. Je réduis les gaz? Je n'aurais pas aimé me former comme lui l'a fait. J'aurais préféré garder le même instructeur, surtout pour l'entraînement au vol aux instruments. Désolé, je suis en retard. On vole ensemble? Tim O'Neill a été l'un de ses instructeurs. Il était débordé. Il arrivait et il repartait en courant, parfois en retard. Encore des bouchons. Mieux vaut avoir l'esprit libre pour bien apprendre. Bien. J'ai lu votre déposition et je veux confirmer quelques points. John a pris une autre décision malheureuse avant le vol. Vous avez proposé de l'accompagner? Un de ses instructeurs avait voulu embarquer avec lui. Merci, mais je veux le faire seul. Oui, merci quand même. C'est sûrement le plus important. Il a décidé de partir sans se rendre compte de l'intensité de son stress et des limites de ses propres compétences. Il n'était qualifié que pour le vol à vue. Pas encore pour le vol aux instruments. Cette dernière qualification constitue une étape essentielle pour qu'un pilote puisse voler de nuit ou par mauvais temps. La qualification aux instruments est une des plus difficiles à décrocher. On apprend à piloter sans regarder dehors pour savoir contrôler l'avion quand on sera dans un nuage. Il ne savait pas voler à l'aveugle. Voyait-il dehors ou pas? Trouvez-moi un bulletin météo.
Avec la qualification de vol aux instruments, on peut décoller et piloter dans les nuages. Des conditions qu'on ne sait pas gérer en vol à vue. Les traces informatiques indiquent que le pilote a vérifié la météorologie à 18h34 sur Internet. Il faisait beau et la visibilité était bonne, mais entre le shopping de dernière minute de Caroline et les bouchons, le trio a décollé avec plus de 2 heures de retard. Et Caroline? Dans les bouchons, j'imagine. Je lui ai dit que ça bouchonnerait. Au moment du décollage, les conditions météorologiques se sont dégradées. De la brume sèche masque en partie l'horizon. Des pilotes qui volaient au même moment expliquent que la visibilité était mauvaise à l'altitude à laquelle le Piper évoluait. C'était bouché. Il y avait des bancs de brume sèche et de brume humide. Ça se bouche. Espérons que ça se lèvera ce week-end. Le pilote s'est retrouvé dans des conditions difficiles pour qui pratique le vol à vue. Il faisait trop sombre et il y avait trop de brume pour quelqu'un ne sachant pas piloter aux instruments. Ça n'était pas l'idéal pour lui. La météo joue toujours un rôle clé, même dans les accidents où on ne s'y attend pas. En vol, le pilote a-t-il reçu des bulletins météo? 127 décimales 25. Pour recevoir ce genre d'informations, il a dû se caler sur la fréquence de Martha's Vineyard. Et justement, la radio figure parmi les débris remontés du fond de l'eau. Les enquêteurs s'assurent d'abord qu'elle fonctionnait, avant de vérifier qu'elle était sur la bonne fréquence. Vérifions le réglage. Faites voir. 126 décimales 25. Il s'est trompé d'un chiffre. Le pilote a commis une erreur. À un chiffre près, c'était bon. John n'a donc pas reçu les bulletins mis à jour dont il avait besoin. Dès lors, il est facile de déduire la cause probable de l'accident qui attriste un pays tout entier. On connaît désormais la raison du drame qui a coûté la vie à John Kennedy Jr., à son épouse Caroline et à sa belle-sœur Lorraine. Au départ, il y a un pilote complètement dépassé et soumis à des pressions de toutes sortes. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai des soucis de boulot. Il faut que j'aille au mariage. J'ai mal à la cheville. J'embarque dans l'avion que j'ai acheté exprès pour me déplacer. C'est pour ça que j'ai appris à piloter. Donc, on y va. Je crois que je devine. 127 décimales 25. Une radio mal réglée, une nuit brumeuse. Il n'en faut guère plus pour reconstituer le scénario de l'accident. Tout commence après New York. Dans la brume, John ne voit rien qui lui permette de se situer dans l'espace. La visibilité est mauvaise, elle se dégrade et il entame sa descente. À la tombée de la nuit, dans des conditions limites, c'était très délicat de voler à vue. Il est passé au-dessus de l'océan. Les lumières à terre ont disparu, et avec les repères visuels. Il se détourne de ses instruments. « 127 décimales 25. La fréquence était mauvaise, donc il bidouillait sa radio.
Il vérifiait peut-être si la fréquence avait changé ou s'il s'était trompé. Toujours rien. La radio déconne. C'est pas grave. Pendant ce temps, l'avion peut facilement prendre de l'inclinaison d'un côté ou de l'autre. Si on tourne pendant un long moment, l'oreille interne peut croire qu'on vire dans l'autre sens. Et on peut très vite être désorienté. Qu'est-ce que... Quoi? C'est pas possible. Il lève la tête et ses instruments contredisent ses sens. Qu'est-ce que... Il faut être bien entraîné pour ne pas tenir compte de ce que dit le cerveau et pour voler aux instruments. Merde! John? John! Une minute. Allez! En palier! Mais qu'est-ce que tu fais? Monte! Une fois désorienté, il paye son manque d'expérience. Il n'arrive pas à se fier à ses instruments plutôt qu'à ses sens. Rien ne marche. Il ne s'est peut-être même pas aperçu de la position et de la chute de l'avion. C'est forcément ça. Désorientation spatiale. Il ne restait plus que la possibilité évidente, et qui était là depuis le début, à savoir la bonne vieille désorientation spatiale qui a coûté la vie à tant de pilotes. L'étrange trajectoire ne s'explique que par les efforts brouillons du pilote pour mettre les ailes à plat. Tu parles d'une trajectoire. Un cas classique de désorientation. Le rapport du NTSB pointe l'incapacité du pilote à contrôler son avion lors d'une descente nocturne au-dessus de l'océan. Le battage médiatique autour de ce drame attire de nouveau l'attention sur les dangers de la désorientation spatiale, surtout chez les gens qui débutent leur formation au vol aux instruments. Je dis toujours à mes élèves d'être prêts à acheter un billet d'avion. Et souvent, ils ont laissé leur appareil là où il était. Ils m'ont appelé et je suis allé le chercher. Il faut toujours avoir une solution de rechange. Et la meilleure, c'est le billet d'avion. Le grand public n'avait pas envie d'accepter la version de l'erreur humaine ou de l'arrogance du pilote, ce qui revient peut-être au même dans ce cas. Et voir disparaître cet homme suite à une faute qu'il avait commise a rendu les choses encore plus difficiles. C'était un homme jeune, très prometteur, et certains le voyaient déjà président des États-Unis. Bonjour. L'Amérique a perdu une part d'innocence. Ça a été une tragédie.